18 juin 1944, Paris. Aux 3 rue Fustel de Coulanges, un homme de 49 ans se rend au chevet de sa mère mourante, quand soudain, la police secrète d'État du Troisième Reich allemand, également appelée Gestapo, investit les lieux. L'homme en question, un espion au service des Britanniques ayant opéré en région nantaise ainsi qu'en Île-de-France, est alors arrêté. Moins de 2 mois plus tard, il est déporté au terrible camp de concentration de Buchenwald, puis exécuté par pendaison le 10 septembre 1944. Ainsi se conclut le destin tragique d'un certain Robert Benoît, aviateur, résistant français, mais avant tout, pilote de course oublié. Chronique donc d'un parcours inouï qui au final n'aura été qu'un interminable enchevêtrement entre les affres de la guerre et les exploits en sport automobile. « 1895. Marcel Charles Benoît, autrement appelé Robert Benoît, naît à Haufargis dans les Yvelines, d'une mère Jeanne et d'un père Gaston, chasse-garde chez les Rothschild. Adolescent, il travaille comme apprenti mécanicien au sein du constructeur automobile français et désormais disparu, Grégoire, avant de devenir agent commercial chez une autre firme conceptrice de voitures de tourisme et de camions, Unique. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Robert Benoît sert dans le 131e régiment d'infanterie puis intègre l'aéronautique militaire. Devenu pilote, il obtient alors son brevet en 1915 et se distingue par des missions de reconnaissance et de chasse, dont une qu'il terminera après avoir survécu miraculeusement à un atterrissage forcé en pleine zone de combat. Après l'armistice, il devient instructeur de vol jusqu'à sa démobilisation en 1919. Et c'est à ce moment-là qu'une transition toute naturelle vers la course automobile s'impose. Robert Benoît n'est en ce sens qu'une expression parmi tant d'autres de l'étroite filiation qui existe aux origines entre l'industrie aéronautique de guerre et le sport automobile. La culture de l'innovation se transmet alors d'un domaine à l'autre. Des firmes autrefois tournées vers l'aviation telles que BMW, Bugatti ou Hispano-Suiza se recentrent, voire se reconvertissent dans la production de moteurs de voitures et de motocyclettes dès les années 20. Et d'anciens as du ciel de la Première Guerre mondiale, toujours épris de sensations fortes, constituent un véritable âge d'or de la course automobile. Parmi eux, l'italien Meo Costantini, le français Louis Divot ou encore son compatriote Robert Benoît. Ce dernier se tourne donc vers un sport automobile qui, après la Grande Guerre, se démocratise via la démultiplication des grands prix et l'émergence de puissants constructeurs tels que Bugatti, Delage, Bentley ou encore Alfa Romeo. En 1920, Benoît rejoint ainsi la Cyclecar, comprenait les petites voitures de course de l'époque, et est engagé par De Marsay comme pilote essayeur, puis par la société des moteurs Salmson, encore une ancienne firme d'aéronautique, comme titulaire. Entre 1921 et 1923, le Français commence à empiler les victoires dans cette catégorie au point d'être repéré par un certain Louis Delage, un ingénieur, industriel et fondateur en 1905 du constructeur automobile éponyme. Robert Benoît, dont l'élégance et la pointe de vitesse semblent parfaitement épouser le prestige qui se dégage de la marque française, y brille en course de côte avant de participer à ses premiers Grands Prix à partir de 1924. Troisième à l'issue de son premier Grand Prix de France à Lyon et couru aux côtés de son coéquipier Louis Divot, le jeune Français montre une vélocité et une régularité qui impressionnent ses congénères, sans pour autant parvenir à concrétiser ses promesses par une victoire. En témoigne le Grand Prix de San Sebastian de 1924, et dans lequel une sortie de piste alors en tête le prive de la consécration. Mais qu'importe, l'histoire est en marche et elle ne s'arrêtera pas. Benoît remporte d'abord son premier Grand Prix de France l'année suivante pour Delage sur le circuit de Linas-Montlhéry, un Grand Prix marqué par l'accident mortel de l'un des emblèmes du sport automobile de l'époque, Antonio Ascari. Et surtout, en 1926, profitant d'un changement de règlement technique, Delage commence à développer la fameuse 15 S8, une monoplace particulièrement avant-gardiste. Mais avant d'en bénéficier, le pilote français subit un nouveau coup du sort. Lors de la Targa Florio de la même année, Giulio Mazzetti, un pilote italien de la Delage numéro 13, se blesse gravement après un problème de direction. Son coéquipier tricolore s'arrête pour lui porter secours, mais celui qu'on surnomme le Lion des Madoni succombe à ses blessures, ce qui d'ailleurs sera à l'origine du retrait du chiffre 13 des monoplaces. Puis, telle une matinée radieuse après une nuit d'orage, la nouvelle 15 S8, forte d'un moteur 8 cylindres, se voit investie par son pilote, et elle fait des ravages, en dépit d'un vice de conception ayant placé les échappements dans l'habitacle.
Une fois le dit défaut corrigé, Benoît écrase la saison 1927. Il gagne en France, en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne pour devenir officieusement champion du monde pilote, offrir le titre constructeur à Delage et recevoir accessoirement la Légion d'honneur. Seulement voilà, au bord de la faillite après tant d'investissements, Delage se retire de la compétition automobile. Robert Benoît trouve alors refuge chez l'italien Alfa Romeo et surtout chez le français Bugatti pour remporter notamment les 24 heures de Spa en 1929. Après 5 ans de pause, le revoilà qui réintègre l'écurie française en 1934, en dépit d'une concurrence allemande, incarnée par Mercedes-Benz et Auto Union notamment, plus que jamais subventionnée par le Troisième Reich. Toutefois, ce contexte ne l'empêchera pas de remporter en 1937 la prestigieuse épreuve des 24 heures du Mans, avant de quitter le sport automobile au sommet de sa gloire. Surtout, c'est à cette occasion qu'il s'associe pour la première fois à un autre grand nom du sport automobile français qui le poursuivra jusqu'à la postérité, celui de Jean-Pierre Wimille, surnommé plus tard le Fangio français. Un frère de pilotage comme en ce printemps 1937, mais également un frère d'armes tout au long du second conflit mondial. Car en septembre 1939, au cours d'une période d'attentisme militaire appelée drôle de guerre, Robert Benoît est logiquement rappelé par l'armée de l'air. Sauf qu'après le contournement de la ligne Maginot par la Wehrmacht, le paradigme change. La France est occupée dès mai 1940, ce qui l'oblige à fuir, mais pas seul. Son ami pilote des 24 heures du Mans, Jean-Pierre Wimille, et un autre de ses pairs, le franco-britannique William Grover, l'accompagnent vers l'Angleterre. Tous rejoignent alors le Special Operations Executive, SOE, et deviennent agents secrets pour le compte de l'Empire britannique et des divers mouvements de résistance en Europe. Leur première tâche, s'investir dans la mission dite Chestnut, qui consiste à organiser en France des cellules de sabotage et de gérer des parachutages d'armes en forêt de Rambouillet, et ce, en utilisant la maison de Benoît à Auffargis comme base logistique. Mais ces opérations, quoique efficaces, tournent mal, car le réseau de résistance dans lequel il opère finit par être démantelé en 1943 par les Allemands. Au mois d'août, une partie de ses proches et son comparse Grover Williams sont alors arrêtés. Benoît est lui-même capturé, mais parvient à s'échapper miraculeusement lors de son transfert par la Gestapo avant de retourner en Angleterre pour une ultime mission appelée Clergyman. Envoyé en région nantaise puis en Essonne, il prépare alors le sabotage stratégique de voies ferrées et de pylônes électriques en vue de faciliter le débarquement allié, puis fonde le Maquis de Sermaize, un groupe de résistance très actif en vue du D-Day. Mais le secret sera là aussi découvert par la Gestapo, ce qui conduira à une semaine seulement de la libération de Paris, à son arrestation définitive, puis à son exécution. L'histoire n'est parfois qu'une succession de rendez-vous manqués, de symboles forts et de destins croisés. La vie et l'œuvre de l'oublié Robert Benoît en est un exemple éclatant, car lors de la rafle du 18 juin 1944, son ami, le légendaire Jean-Pierre Wimille, parviendra à s'échapper in extremis des griffes de la Gestapo. Le Fangio français, adoubé par le grand Enzo Ferrari lui-même, poursuivra sa carrière automobile après la guerre, jusqu'à son accident mortel en janvier 1949 au volant d'une Simca Gordini lors d'un tour d'essai sur un circuit argentin. Triste ironie, Robert Benoît avait survécu à sa passion avant de mourir à la guerre. Jean-Pierre Wimille, lui, avait survécu à la guerre pour finalement mourir de sa passion, et ce, aux portes de ce qu'on appellera un an plus tard, le championnat du monde de Formule 1. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous inspire cette petite histoire, autrement like, partage, abonnement, clochette, je vous laisse me soutenir à la hauteur de votre envie. Allez, ciao!